Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier entretien. Aujourd'hui, nous recevons Buntavi Suvilay. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Buntavi Suvilay est agrégée de lettres modernes, docteur en lettres modernes et spécialiste de jeux vidéo. C'est pour la sortie de son livre Indie Games, Histoire, Artworks and Design des jeux vidéo indépendants publié chez Bragelonne en 2018 qu'elle était l'invitée du festival Aficionados, normalement qui aurait dû se tenir en avril et qui était organisé par le Master Fiction de l'Université de Nîmes. Au sein de cette formation, elle était en charge cette année, à distance depuis Londres où elle réside, de 2 séminaires, jeux et fiction mondialisée. Bonjour Buntavi. Tu viens de soutenir ta thèse à l'université Paul Valéry de Montpellier et en codirection à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Et ta thèse est en littérature Oui, sur Dragon Ball Z. oui. Est-ce que pour les littéraires qui seraient un peu surpris à l'écoute du sujet de ta thèse, tu pourrais nous expliquer comment c'est possible? Alors on peut faire une thèse sur Dragon Ball pour une raison simple, c'est un truc merveilleux qui s'appelle l'histoire littéraire. C'est-à-dire que l'histoire littéraire, c'est globalement refaire l'histoire de différentes réceptions, de comment le public a compris une œuvre, comment ils ont interagi avec et comment ça a inspiré d'autres œuvres. Donc jusqu'à présent, c'était surtout quelque chose du type réception de Dostoïevski dans les années 20 en France ou des choses de ce genre. Et au lieu d'appliquer ça à une œuvre purement littéraire, comme ça a été le cas jusqu'à présent, en fait, je l'ai appliqué à une œuvre qui est transmédiatique, c'est-à-dire une œuvre qui se déploie à la fois sur le manga, mais aussi en série d'animation, en jeux vidéo et en tout plein de jouets et autres produits dérivés. Donc voilà, donc au lieu de faire juste une étude d'une œuvre, j'ai fait l'étude d'une fiction sous toutes ses déclinaisons transmédiatiques. Et donc, en cela, ça reste une thèse, on va dire, littéraire. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et donc, en tant que littéraire, puisque c'était ta formation, tu es agrégé de lettres modernes, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as voulu montrer, démontrer en écrivant une thèse sur Dragon Ball? Là, tu viens de nous parler de la question de la réception, par exemple. Oui. Est-ce que c'était vraiment ton angle d'attaque principal? En fait, j'avais mon angle d'attaque principal, c'était quelque chose qui est lié à la communication. C'est-à-dire que une œuvre, qu'elle soit littéraire ou quelle que soit l'œuvre, c'est une forme de communication un peu particulière où le public ne peut pas avoir de feedback de l'auteur parce que soit il est mort, dans beaucoup de cas, soit il est inaccessible. Du coup, le public interprète l'œuvre selon un certain contexte qui est lié à son histoire personnelle, mais aussi à son contexte social, à un contexte historique, à un contexte spatial. Et donc tous ces domaines permettent de créer quelque chose qui est une interprétation. Et à partir de là, le public va refaire une œuvre qui est l'œuvre dans sa tête, on va dire ça comme ça. Et le truc qu'on oublie, c'est que le premier public, c'est pas le lecteur lambda. Le premier public, c'est l'éditeur. Et ce premier public va changer l'œuvre pour l'adapter à ce qu'il pense être le public et les attentes de son public. Donc, dans le cas de Dragon Ball ou dans le cas de n'importe quelle œuvre, si on a une traduction, en fait, la traduction française va être une interprétation de l'œuvre originale par les éditeurs et les traducteurs et tous les intermédiaires qui vont transformer cette œuvre pour le grand public. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéressait c'était ça, c'est vraiment voir la réception et la transformation qui est liée dans cette espèce de dialogue un peu particulier où on n'a jamais de feedback, on revient jamais au point de départ, mais c'est une série d'enchaînements et donc c'est ça qui m'intéressait. Donc dans le cas de Dragon Ball, c'est ce que j'ai essayé de montrer. D'accord, très bien. Ce que tu dis en fait sur l'éditeur, tu parles de l'éditeur comme le premier public. Est-ce qu'on pourrait dire aussi en quelque sorte que l'éditeur coécrit l'œuvre finalement? Là, je pense en fait à tous les travaux qui ont été faits en poétique éditoriale en fait, parce que Oui. il me semble que ce que tu es en train de décrire, c'est que l'éditeur en fait a plus ou moins d'importance ensuite sur la réception auprès du public et peut-être aussi au public des publics étrangers en fait. Oui, oui, c'est-à-dire que je m'inscris dans les travaux qui ont déjà été faits, notamment, sur Jules Verne, puisqu'on a beaucoup, parlé de Jules Verne, du génie, de l'auteur et cetera, mais on a oublié de mettre en valeur les contraintes imposées par son éditeur et le contexte aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère Jules Verne comme un auteur de littérature jeunesse
ce qui n'était pas le cas autrefois. On considère Jules Verne comme un romancier, ce qui n'était pas le cas au 19e. Au 19e, Jules Verne a été célèbre parce qu'il a fait des pièces de théâtre adaptées de ses romans. Il a été célèbre parce qu'il publiait dans la presse, et pas pour faire des romans. Donc voilà, c'est toute cette recontextualisation qui change en fait les horizons d'attente, qui se voit dans les péritextes, dans les paratextes, dans tout plein d'appareils discursifs autour de l'œuvre. Et donc c'est ça qui est intéressant dans les études littéraires, et c'est ça que j'ai essayé d'utiliser de façon plus concrète pour une œuvre contemporaine. Parce que dans le cas d'une œuvre traduite, en fait, on multiplie les intermédiaires et les possibles malentendus, parce qu'on passe d'une langue à une autre, donc on passe d'une culture à une autre. Et quand en plus on mélange plusieurs supports médiatiques, là c'est vraiment c'est un capharnaüm sans nom, quoi. Parce que justement, dans le master, tu étais en charge d'un cours sur les fictions mondialisées. Et bah, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu as vu avec tes étudiants à ce sujet? Qu'est-ce qu'on entend par fiction mondialisée? Et est-ce que tu as abordé ces questions, bah, j'imagine que oui, de transfert culturel et du coup de traduction, d'édition, etc. Oui, c'était l'un des points, le point principal. Mais avant de parler de tous les transferts culturels, en fait, j'ai surtout insisté sur l'aspect transmédiatique. C'est-à-dire que autrefois, il y avait peu de canaux de diffusion. C'est-à-dire le principal canal de diffusion, c'était l'écrit. Donc que ce soit la presse ou le livre, c'était l'écrit. Ensuite, il y a eu la radio, il y a eu la télévision, etc. Et aujourd'hui, on est dans une époque où tout est possible. Ce qui fait que, au lieu de recevoir l'œuvre de façon chronologique, on le reçoit généralement par son adaptation. Du coup, du point de vue du lecteur et du point de vue du récepteur intermédiaire dans un autre pays, finalement, l'œuvre principale n'a pas vraiment d'importance. Donc, du coup, dans un premier temps, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'adaptation, il faut l'étudier en tant que telle. Et l'adaptation crée un horizon d'attente particulier par rapport à l'œuvre originale. Et donc c'est ça qui était le plus important pour ensuite comprendre les transferts culturels. Parce qu'autrefois, les transferts culturels étaient assez simples. Il y avait une œuvre originale, elle était traduite, il s'ensuit des malentendus ou pas, il y a des rectifications, de nouvelles traductions, etc. etc. Le problème, c'est que maintenant, au lieu d'avoir Harry Potter en livre, la plupart des gens ont vu Harry Potter au cinéma et ensuite ont lu Harry Potter, ou pas, ou ont joué à Harry Potter ou pas. Donc voilà, ça fait partie des transferts culturels actuels, où il faut prendre en compte la fiction dans toutes ses formes et toutes ses dimensions pour vraiment comprendre comment on reçoit l'œuvre et comment on reconstruit quelque chose qui est une interprétation personnelle de l'œuvre. D'accord. Tu aurais un exemple sur ce fonctionnement que tu décris, ce fonctionnement transmédiatique d'une œuvre, alors peut-être de la culture japonaise, par exemple, qui serait ensuite, enfin, qu'on ne connaîtrait aujourd'hui que par des adaptations et des adaptations qui sont, qui ne sont pas sur le même média que l'œuvre originale? Bah, disons que c'est surtout, par exemple, dans le cas de Pokémon, c'est Ouais. initialement un jeu vidéo. Le souci, c'est que le jeu vidéo, il a été très vite adapté en plusieurs séries de mangas, en séries télévisées, il y a eu plein de jouets, et cetera, et cetera. Et quand tu es en France, c'est que tu es un gamin actuellement, tu joues pas spécialement aux jeux vidéo quand tu as 5 ans. Par contre, tu peux avoir tous les objets liés à l'univers Pokémon dans tes goodies, à la rentrée des classes, tu vas avoir des tas de choses, ou tu vas avoir des jouets. Et donc c'est le premier contact. C'est la même chose avec tous les films Disney. Aujourd'hui, on regarde pas les courts-métrages Silly Melodies. Non, on va initialement avoir des jouets Mickey ou des choses avec l'effigie de Mickey. Et peut-être qu'on va jouer à un jeu vidéo comme Cuphead où là on voit un style graphique particulier qui reprend le style graphique des Silly Melodies. Et c'est seulement ensuite que, initialement, Silly Melodies, c'était une série de courts-métrages qui passait dans les cinémas, c'était produit par Disney, etc., etc. Donc voilà, c'est en ça que l'adaptation aujourd'hui est finalement plus importante parce qu'il y a plus d'adaptations que d'œuvres originales et donc on est plus susceptible de voir l'adaptation que l'œuvre originale. D'accord. Donc en fait, tout ce qu'on appelle traditionnellement les objets dérivés, finalement, enfin, c'est ce que tu décris, c'est quasiment le chemin inverse, c'est-à-dire que c'est dérivé, mais c'est central par rapport à un univers de fiction transmédiatique. Oui, c'est central pour le public parce que c'est souvent par le dérivé qu'on accède à l'œuvre originale et surtout, même pour l'auteur, c'est quelque chose d'important puisque financièrement, l'œuvre principale
ne rapportent rien, ou très peu. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend Game of Thrones, les romans, Game of Thrones ont rapporté un peu d'argent. En réalité, ce qui a fait la fortune de l'auteur, c'est l'adaptation. En jeu vidéo, en, jeu de rôle et évidemment, la série par HBO. Donc voilà, et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que, si on reprend le terme enfin, si on reprend Jules Verne, il gagnait pas grand-chose quand il publiait dans la presse, et en fait, ça l'intéressait pas. Lui, il voulait faire du théâtre, il a toujours voulu faire du théâtre, et lorsqu'il a, commencé Le Tour du monde en 80 jours, c'était une pièce de théâtre, mais personne n'en voulait, et donc il en a fait, un roman feuilleton qui ensuite est devenu un roman, et comme ça a eu du succès, il l'a réadapté en pièce de théâtre, et c'est grâce à cette pièce de théâtre qu'il a fait fortune. C'est pas grâce au roman, c'est pas grâce à la presse. Donc voilà, faut pas oublier que l'adaptation, même pour un auteur, c'est capital, et quand tu prends des gens comme Zola ou même avant, en fait, il y a toujours eu quelque chose qui est lié à l'adaptation. Les auteurs se sont toujours auto-adaptés. Sauf que maintenant, tu peux pas t'auto-adapter, auto-faire ton film d'animation, c'est pas possible. C'est juste ça, c'est-à-dire que Zola, il a fait ses propres adaptations théâtrales, mais aujourd'hui, c'est plus possible de faire sa propre série télévisée. Et donc, il y a tout un système économique qui prend ce type d'adaptation en charge. Bon, en tout cas, c'est super d'avoir ce recul jusqu'au 19e pour voir qu'en fait, le transmédia, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Simplement, les systèmes sont beaucoup plus évolués et donc, techniquement, ça permet des choses beaucoup plus impressionnantes, en fait. Et surtout, il se déploie beaucoup plus que ce qu'on avait, bien sûr, au 19e.